C'est bon, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour de nous rejoindre sur ce webinaire dédié à la sécheresse et fertilisation, comment utiliser une culture sans précipitation. Ce webinaire sera animé par Mathieu Limousin, qui est responsable du pôle formation chez nous, ingénieur agronome bien sûr. On va se donner quelques temps pour laisser les arrivées s'installer devant les écrans. Donc éventuellement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Franck Collat, je suis directeur général Vertalise. Et évidemment, du fait, j'introduis avec grand plaisir ce webinaire et j'aurai le plaisir de le conclure avec les questions à l'issue de la présentation de Mathieu. Mathieu va donc faire une présentation de l'ordre de 45 minutes, à la suite de laquelle nous prendrons les questions les plus répétées ou les plus rémanentes, les plus récurrentes qui auront été établies durant ce webinaire pour pouvoir y répondre. Rémi, en l'occurrence Rémi Isseta, qui est du pôle formation avec nous, Rémi prendra ces questions. Je vous demande par contre, en termes de réussite du webinaire et de son organisation, de pouvoir poser vos questions dans le petit onglet dédié à cela, et le chat étant plutôt pour vous dire bonjour l'un l'autre, pour ceux qui se croisent et se connaissent lors de ce webinaire. Et donc, ne pas hésiter à aller poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes ou en tout cas qui piquent votre curiosité, de façon à pouvoir y répondre dans le quart d'heure final de ce webinaire. Je vous accueille tous avec un immense plaisir. Ces webinaires reprendront leur cours sur d'autres sujets au cours de l'année 2023. Pour l'heure, le sujet qui nous intéresse ici, c'est donc la fertilisation en temps de sécheresse. Et je vais passer la parole à Mathieu Limousin, d'ores et déjà, qui va démarrer cette présentation sur les 3 quarts d'heure qui viennent. Bon webinaire à tous, merci de nous avoir rejoints. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions en live. Merci. Mathieu. Eh bien, bonjour à tous. Le sujet du jour est comment fertiliser une culture sans précipitation. Le jour choisi est certainement le meilleur, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu des précipitations donc, ces 2 derniers jours, et c'est une excellente nouvelle, à la fois pour les cultures et à la fois pour vous, agriculteurs ou techniciens qui accompagnent les agriculteurs. Ces 45 minutes vont être utilisées de la façon suivante. Nous allons déjà dans un premier temps commencer par repartir des besoins d'une culture et surtout comment la culture va chercher les éléments dont elle a besoin, donc les fameux modes d'absorption. Nous parlerons également des conditions nécessaires pour une fertilisation efficace. Eh bien oui, il faut un certain nombre de choses. Quand elles sont présentes, tout se passe bien, et quand à l'inverse, elles ne sont pas toujours là en temps et en heure, ça peut complexifier les choses, et notamment si on reprend les conditions climatiques que nous avons depuis 5 ans, sur lesquelles nous reviendrons. Pour terminer sur une bonne note, c'est-à-dire en plus des pratiques ou actions que vous avez déjà en votre possession, quelles sont celles sur lesquelles vous allez pouvoir compter donc pour demain, quelles solutions possibles et surtout quelle efficacité. C'est un point qui est juste essentiel, et ce sera avec plaisir que je répondrai donc aux questions que vous aurez pendant une quinzaine de minutes donc après la présentation. Donc encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent en cours de présentation, posez-les dans le chat et Rémi y répondra avec plaisir. Pour introduire ce webinaire, je n'ai pas envie de vous parler de productivité. La productivité en France, on sait faire.
Par contre, j'ai plutôt envie de m'attarder sur le modèle de production sur lequel est basée cette productivité qui aujourd'hui, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, est de plus en plus mis à mal, et notamment au travers de la fertilité des sols de moins en moins poreux, de moins en moins résilients, qui forcément a une incidence directe sur le niveau de productivité réalisé qui est relativement fluctuant en fonction des années. On va juste se rappeler de ce que nous avons connu en 2022 avec la culture de maïs, de tournesol, à l'inverse de ce que nous avons connu en serre à la paille. La deuxième chose, chose un peu inédite pour moi le premier, je suis sur le terrain depuis maintenant 15 ans et c'est la première année en 2022 que j'ai pu connaître une année où les intrants étaient limités en termes de disponibilité, sans oublier la très forte fluctuation qu'ils ont connue. C'était une grande première pour moi et je pense pour pas mal d'entre vous. Sans oublier les évolutions réglementaires. Effectivement, je ne vais pas revenir sur l'actualité, mais le sujet des néonicotinoïdes il y a quelques semaines, le retrait de d'autres matières actives et le constat sur lequel nous sommes généralement d'accord, c'est que cette caisse à outils qui s'allège progressivement sans pour autant avoir préparé leur remplacement par des solutions alternatives basées plutôt sur l'appréhension de la cause du problème plutôt que sans cesse du symptôme. Les impasses techniques, oui, qui sont certes spécifiques à chacun des secteurs sur lesquels vous vous trouvez. Par contre, un qui nous réunit tous, c'est cette situation de réchauffement climatique, chose sur laquelle notamment nous allons revenir. Maintenant, malgré ce modèle de production mis à mal, il y a un challenge que nous devons tous relever ensemble, c'est le challenge de la productivité. Oui, il va falloir continuer à produire et c'est notamment un point important pour Vertal. Sans oublier la rentabilité, sans quoi rien n'est possible, avec par contre une obligation de continuer à améliorer la durabilité des pratiques mises en place sur le terrain. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le fameux mythe du déplafonnement de rendement. C'est une question qui m'est très régulièrement posée. Je dis c'est l'occasion d'en parler. Croire qu'on va continuer à augmenter sans cesse les rendements est un peu illusoire. Ce qu'il faut simplement acté, c'est que lorsque l'on implante une culture en fonction de la parcelle où on l'implante, des conditions avec lesquelles on l'implante, la génétique de la variété que l'on utilise, tous ces facteurs figent un rendement potentiel. Et aller au-delà du rendement potentiel ne sera malheureusement pas possible. L'enjeu, par contre, de l'itinéraire technique et de l'ensemble des pratiques mises en place sur la culture, du semis jusqu'à la récolte, va être de limiter la perte entre le rendement potentiel et le rendement réalisé. C'est vraiment de ça dont on parle, c'est-à-dire que quand on dit bah oui, j'ai fait telle ou telle action, ça m'a permis d'augmenter le rendement, ça a juste permis de limiter la perte de rendement par rapport au rendement potentiel. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est qu'on ne peut pas parler de productivité et de qualité de culture sans parler des besoins d'une culture. C'est l'étape première qu'une culture a besoin de satisfaire pour autoriser de la productivité et de la qualité. Alors, évidemment, spontanément, il nous vient en tête la notion de besoin en éléments minéraux, le fameux N, le fameux P, le K, CAMG, soufre, et tous les autres qui suivent derrière, c'est-à-dire entre 15 et 18 éléments. Sans oublier l'eau, je pense que c'est un sujet qui nous rassemble de plus en plus avec l'intensification du stress hydrique lié à l'espacement des périodes de précipitation et de la quantité que nous en avons. Mais un besoin fondamental que la plante a, c'est ce besoin de réaliser la photosynthèse grâce à de l'eau et du CO2. Ça tombe bien, apparemment, dans l'atmosphère, il y aurait trop de CO2 pour produire des sucres dont elle a besoin pour fabriquer des racines, des tiges, des feuilles, des épis, puis des grains. Alors, quand on parle de besoin, forcément, on arrive à une notion de quantité qui, cette quantité, va être notamment fonction de l'objectif de rendement potentiel fixé par chacun d'entre vous. Ça, c'est une partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est que certes, il y a un besoin quantitatif que la plante doit être capable de satisfaire chaque jour de son cycle de développement. Et vous le savez, c'est l'exemple ici du graphe de l'évolution des besoins en azote, en potassium, en azote et en phosphore pour une culture de blé tendre. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure des étapes du cycle de développement, il y a des périodes où les besoins sont plus limités et des besoins où les besoins sont plus forts. Eh bien, pour que la plante puisse satisfaire cet objectif de productivité de qualité, elle doit être capable de satisfaire ses besoins
au cours du temps, donc au cours du cycle de développement. Et ceci est valable pour n'importe quelle culture. Là, c'est le blé tendre. Vous avez la même chose pour le colza, le maïs, la pomme de terre, le pois, la févrole, toutes cultures confondues, sans oublier les cultures fourragères. Et donc, effectivement, pas de productivité sans besoin couvert, c'est quelque chose qui vous paraît évident, je le sais, mais ça a le mérite d'être rappelé. La deuxième chose, c'est que la plante, comment fait-elle pour satisfaire ses besoins? Alors évidemment, là, c'est l'occasion pour moi d'avoir pleinement plaisir à présenter cette slide-là. La première source de nutrition de votre culture et de vos cultures, c'est cette offre permise par le sol. Et c'est sur celle-ci, c'est d'une part la part qui devra demain être encore plus conséquente qu'aujourd'hui. Et cette offre du sol, eh bien, elle est tout simplement déterminée par une teneur en fait en matière organique qui va conditionner ce qu'on appelle souvent la fameuse taille du frigo. Alors on l'appelle frigo, on l'appelle glaciaire, on l'appelle comme on veut, mais c'est tout simplement par cette teneur en matière organique, le fameux complexe argilo-humique qui détermine la taille du niveau de réserve dans un sol, qui par l'activité de minéralisation de cette matière organique en libère une quantité et bien de façon progressive au cours du cycle de la culture. Sauf que, ça c'est bien, beaucoup de gens en parlent, nous les premiers, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette offre du sol, oui, il faut stocker du carbone, oui, il faut faire plein de choses, mais il y a surtout une chose fondamentale, c'est que l'offre du sol, elle est tout simplement limitée par le volume de sol prospecté par les racines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une grosse glacière bien remplie pour s'hydrater et déjeuner à midi. Si le couvercle est fermé par un cadenas dont vous n'avez pas le code, malheureusement, vous ne pourrez pas déjeuner à midi. Eh bien, une plante, c'est exactement pareil. Ce sont ces racines qui permettent d'aller chercher les éléments minéraux dans le sol. Et plus le volume prospecté par ces racines est important, plus ces racines vont avoir accès à une quantité importante d'éléments nutritifs. Et vous le savez en plus qu'il y a besoin d'une proximité entre la racine et l'élément minéral, puisque certains éléments sont peu mobiles, dont notamment le phosphore. Donc, plus vous aurez des sols poreux, plus le système racinaire pourra facilement se développer et de façon importante pour augmenter le volume de sol prospecté et ainsi utiliser au mieux l'offre permise par le sol en éléments minéraux et en eau. Maintenant, c'est bien, on parle de quantité, mais il y a une chose fondamentale qu'un certain nombre d'entre vous nous entendez de plus en plus mettre en avant, c'est que c'est bien d'avoir des éléments présents. Faut-il encore qu'ils soient sous une forme adaptée à la forme que la racine est capable d'assimiler. Si la racine s'est assimilée de l'azote sous forme carrée, l'azote doit rester sous forme carrée dans le sol. Et cette forme-là, elle est déterminée par deux paramètres qu'Olivier Husson développe nettement mieux que moi, mais je vais vous faire un raccourci avec l'exemple du manganèse, puisque sur le terrain, je vous entends de plus en plus me mentionner le fait que vous êtes contraint d'appliquer des oligoéléments tels que le manganèse sur vos cultures parce qu'il y a soi-disant des carences, alors que 3, 4, 6 mois avant, vous avez fait des analyses de sol qui montraient que la quantité en manganèse échangeable était largement suffisante, alors que vos cultures disent qu'elles n'en ont pas. En fait, ce n'est pas qu'elles n'en ont pas, c'est que le manganèse qui est présent dans votre sol n'est peut-être pas sous une forme sous laquelle les racines peuvent l'assimiler. Pour m'expliquer, c'est que cette notion de disponibilité, elle est conditionnée par la notion de pH, ça je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais également la notion de potentiel redox, c'est-à-dire le fait que le sol soit plus ou moins oxydé, plus ou moins riche en antioxydants. Et malheureusement, plus les sols s'assèchent rapidement, plus l'oxydation des sols augmente vite. Et malheureusement, pour le manganèse, on voit que dès qu'on est à un pH de 7, 6,5, 7, et qu'on passe d'un potentiel redox de 400 millivolts à 600 millivolts, vous voyez qu'on a changé de zone. On est passé de manganèse sous forme de Mn2+, à MnO2. Eh bien, tout simplement, malheureusement, quand le manganèse il est sous forme de MnO2, à l'analyse de sol, il est dit échangeable, mais biologiquement parlant, votre culture ne sera pas capable de l'assimiler. Il faudra tout simplement réduire ce niveau d'assèchement du sol, donc une précipitation, pour que ce manganèse revienne à nouveau disponible. Ou rouler votre sol pour réduire tout simplement la présence d'oxygène. Ça, c'est l'offre du sol. Donc,
cette notion de taille de frigo, d'accès au frigo et surtout que les éléments contenus dans le frigo soient sous une forme assimilable par les racines. Et cette offre du sol, il faut la faire fructifier. On y reviendra lors d'un prochain webinaire. Lorsque cette offre du sol devient limitante pour la culture, eh bien, vous le savez, il existe des appoints qui, en fonction des systèmes de chacun, des secteurs géographiques, on va pouvoir avoir de la fertilisation organique. Je pense notamment aux éleveurs qui ont la chance d'avoir des effluents, notamment des lisiers. On voit de plus en plus arriver aussi des digestats liquides issus de la méthanisation. Eh bien, ce sont des formes qui vont être appliquées au sol et assurer une mise à disposition d'éléments minéraux pour la culture de façon relativement rapide, à l'inverse d'effluents type fumier où ça sera plus long. Pour ceux qui ont ça, mais en quantité limitée ou qui n'en ont pas, reste la fertilisation minérale possible, où sincèrement, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les usines d'armement transformées en usines d'engrais ont tout simplement pu montrer que cette fertilisation minérale permettait d'apporter des éléments minéraux aux cultures, au niveau du sol, que les racines ensuite viennent tout simplement absorber pour satisfaire les besoins de la culture. Sauf que ce soit la fertilisation organique ou minérale, celle-ci n'est efficace qu'à une condition: obtenir 15 mm d'eau sous forme de précipitation dans les 10 à 15 jours qui suivent l'apport. Ce n'est pas moi qui l'invente, même Arvalis, il y a une 8aine de jours dans sa dernière newsletter, le rappelait. Et c'est là où on est clairement confronté à un phénomène de réchauffement climatique, puisqu'on s'est amusé à récupérer les relevés de température et de précipitation. Et là, je vais vous présenter dans ces tableaux le relevé moyen de précipitation sur la France, réparti en 3 zones: la zone du nord, centre et sud de la France. Et dans les tableaux sont répertoriés le niveau de précipitation moyen obtenu par quinzaine en fonction des années. Et forcément que quand c'est en vert, vous voyez, les valeurs sont supérieures à 15 mm. En jaune, c'est qu'on est entre 10 et 15 mm. Et en rouge, c'est que nous sommes inférieurs à 15 mm en moyenne. Et je vous laisse juste observer une période, quelle que soit la zone en France, forcément que c'est encore plus marqué sur le sud et le centre de la France, mais à partir du 15 mars, c'est-à-dire d'ici une semaine, depuis les 5 dernières années, c'est la période pendant laquelle nous n'avons pas de façon systématique ces 15 mm d'eau dans les 10 jours qui suivent l'apport, notamment d'engrais solides, type engrais azoté. Et c'est clairement une période à risque, et d'autant plus à risque que nous avons encore une fois cette année, comme l'année dernière, des céréales et des colzas très développés, avec beaucoup de végétation, et donc forcément aujourd'hui du monde à nourrir. Et donc, c'est le moment où on se dit, mais comment faisons-nous? Parce que faire la danse de la pluie en espérant une précipitation, vous pouvez essayer. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne sais pas. Par contre, nous sommes contraints de trouver des alternatives. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui la fertilisation azotée, et notamment sous d'autres formes, parce que c'est une mode. Non, ce n'est pas une mode, c'est juste que les conditions climatiques sont en train de radicalement changer, et notamment sur une période qui va de mi-mars à fin avril. Et donc forcément, maintenant se pose la question, mais quelles solutions disponibles? Eh bien, les solutions disponibles, en gardant en tête les 2 premières que je vous ai mentionnées, c'est le recours à des engrais foliaires qui, certes, et ça vous auriez le droit de me le dire, se multiplient, l'offre est de plus en plus élaborée, et tant mieux, parce nous allons en avoir besoin. Et dans ces engrais foliaires, vous retrouvez des engrais foliaires azotés. Alors forcément que j'aurai en face de moi des viticulteurs, des arboriculteurs, des maraîchers, vous me diriez, mais ça fait déjà un certain nombre d'années que nous utilisons ce type de solution. Et le paradoxe, c'est qu'en grande culture, voire en culture fourragère, c'est une solution, un outil qui est encore très peu utilisé. Et notamment avec une certaine défiance sur son réel niveau d'efficacité. C'est notamment là-dessus que je veux vous apporter un éclaircissement de façon relativement factuelle, plutôt tournée technique scientifique, pour rassurer tout le monde. Cette partie fertilisation foliaire, c'est juste un maillon supplémentaire dans une chaîne d'outils. Je ne suis pas en train de dire que nous allons faire que de la fertilisation azotée demain. Je dis juste que c'est un maillon supplémentaire qu'il va falloir que l'on s'habitue à utiliser. Pourquoi? Quand la fourniture du sol devient limitante,
parce que notamment je n'ai pas suffisamment de précipitation pour solubiliser le granulé et faire migrer l'élément à proximité des racines, il y a une deuxième voie possible, c'est la voie foliaire, à une condition, que l'élément que l'on apporte ne soit pas plus gros que le passage permis au niveau du stomate. C'est comme dans un garage, si mon garage a un portail où les dimensions du portail me permettent de rentrer avec une voiture citadine, si j'arrive avec un camping-car, ça ne va pas le faire. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau des feuilles. C'est pour ça que je ne peux pas apporter directement des protéines en foliaire sur les feuilles pour couvrir les besoins en protéines de la plante. Je peux apporter, par exemple, pour l'azote, de l'ammonitrate, d'un engrais foliaire à base d'ammonitrate ou d'urée, et au maximum d'acides aminés. Par contre, ce que je veux que vous preniez de plus en plus conscience, c'est que c'est une vraie solution technique. On va voir que, certes, il y a la notion de qualité de ce que l'on va utiliser, mais il y a aussi la qualité avec laquelle on va l'appliquer sur la culture. Et c'est là où il y a un soin important à accorder et qui explique bien souvent des deltas d'efficacité constatés sur le terrain, mais qui va vous permettre sérieusement de sécuriser la productivité et la qualité de vos cultures dans un contexte climatique aléatoire. Je ne sais pas quelles conditions climatiques, quelles précipitations nous aurons dans les 15 jours, 2 mois, 6 mois à venir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus armés qu'on pouvait l'être il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et pourquoi? Parce que les études se multiplient. Quand j'ai démarré il y a 15 ans sur le terrain, ce type d'étude n'existait pas. Pour preuve, l'étude que je mentionne ici est une étude qui a été réalisée bizarrement en Italie. Elle aurait aussi pu être faite en Belgique, qui sont 2 pays dans l'Union européenne relativement en avance sur ce type de solution, et l'Italie notamment relativement confrontée au stress climatique, et qui a permis de comparer sur la culture de blé tendre l'efficacité de la fertilisation solide comparée à de la fertilisation foliaire. Cette étude, elle a été publiée en 2021, vous la retrouverez sur Internet. Je vous ai mis les coordonnées en dessous. Cet essai a été réalisé sur 2 années consécutives, 2018-2019, 2019-2020, publié en 2021, réalisé par une université italienne en grand parcellement, pas en micro-parcelles, sur un sol limoneux avec un taux de matière organique de 1,7% et avec une variété que beaucoup connaissent, variété Bologna. Vous avez 4 modalités. La première, c'est une modalité conduite fertilisation azotée solide où 160 unités d'azote ont été apportées. Vous avez ensuite 3 autres modalités qui ont été testées avec en fait une association fertilisation azotée à raison de 32, à peine 40 unités d'azote et le reste en foliaire. La deuxième modalité, donc 96 unités au total apportées, dont, je vous l'ai dit, globalement 2 tiers en foliaire. Troisième, 104 unités d'azote, dont 2 tiers en foliaire, et 120 unités d'azote au total, dont 2 tiers en foliaire. Et vous retrouvez sur des essais cumulés sur 2 ans, le rendement moyen réalisé par chacune des modalités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, entre la modalité 1 et 3, nous réalisons en fait le même niveau de productivité. Il n'y a pas de différence significative. Je vous ai épargné les tests stats sur la slide, avec une sécurisation du taux de protéines. Et un point très intéressant, et ça, je peux comprendre que c'est un point qui fasse cogiter un peu parce que ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Si je prends la modalité 1, on a apporté 160 unités d'azote pour 138 unités d'azote exportées via le grain. Ce qui fait que quand j'apporte une unité d'azote au sol, j'ai à peu près ma plante qui en a valorisé 1 unité,3. Quand je prends le combo solide foliaire, j'ai apporté sur la modalité 3 104 unités d'azote au total pour 142 fixées par la culture et notamment au niveau du grain. Ce qui fait que c'est l'équivalent de 2,4 unités d'azote exportées pour une utilisée. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on voit que le fait de mixer les maillons, les solutions, les atouts, on permet significativement d'améliorer l'efficacité de cette fertilisation-là. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Donc, fertilisation azotée, bah oui, on ne va pas raisonner que solide, raisonnement qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et notamment parce qu'il y en a beaucoup, c'est accessible, c'est pas cher. Oui, mais du pas cher, pas efficace, c'est trop cher. Et notamment ce combo solide foliaire
qui, même en grande culture, aujourd'hui avance. Et forcément que les études évoluent. Une deuxième étude publiée fin 2022, qui montre qu'en fonction des formes d'azote que l'on utilise, l'incidence sur la plante diffère. On vous donnera plus d'éléments très prochainement là-dessus, mais c'est tout simplement pour vous montrer que ce n'est pas Vertal qui vous met en avant ça, c'est juste qu'aujourd'hui, la connaissance évoluant, on vous doit de vous faire part de ces avancées-là. Parce que ça va vous permettre efficacement sur le terrain de sécuriser la productivité et la qualité de vos cultures, que vous soyez agriculteur ou technicien, puisqu'en fait, on a tous cette volonté de répondre à ce besoin-là, avec l'amélioration de la méthode et notamment de l'efficacité de la méthode. Alors effectivement, pour notamment faire le lien, c'est pour cette raison que vous nous entendez de plus en plus communiquer sur cette notion d'engrais, de fertilisation foliaire azotée, notamment, au travers du Vertal Azoboost, qui est un exemple d'engrais foliaire azoté qui contient de l'azote organique à raison de 225 grammes par litre, enrichi avec du sulfate de magnésium. Oui, parce qu'on sait qu'apporter de l'azote accompagné par du soufre et du magnésium dans une juste proportion permet d'assurer une bonne assimilation et surtout une bonne valorisation de cet azote apporté. Et notamment, comment ? Eh bien, l'azote organique, il s'agit de la carbamide qui permet directement par voie foliaire d'apporter de l'azote sous forme organique qui très rapidement permet de donner à la plante de l'azote sous forme ammoniacale, qui cet azote ammoniacal couplé avec des sucres produits par la photosynthèse réalisée par la plante va permettre de produire des acides aminés qui, ces acides aminés se liant les uns aux autres, forment de la protéine. Donc, ce n'est pas parce que j'apporte plus d'azote à ma culture que je vais automatiquement produire plus de protéines. La protéine, ce sont tout simplement, si je schématise et je vais me permettre ce raccourci-là, c'est des sucres avec de l'azote. Mais si vous n'avez que de l'azote en plus, sans sucre en plus, malheureusement, vous n'aurez pas de protéines en plus. Et notamment, pour aller encore un peu plus loin, quand je parle de cette source carbamide, elle est fondamentale, et ça, c'est des travaux qui ont été menés par l'université de Gembloux en Belgique, et qui prouvent justement cette efficacité de la fertilisation foliaire. Et contrairement à ce qu'Arvalis avance, eh bien, on n'est pas sur une efficacité de 1 unité d'azote organique apportée pour 1 unité d'azote équivalente minérale. On est sur une notion d'équivalence qui est de 1 unité d'azote organique équivaut 4 unités d'azote minéral. Et comment on a pu déterminer ça ? Eh bien, tout simplement par le biais de ces travaux-là qui montrent tout simplement que, quelles que soient les modalités, notamment entre la modalité 1, qui était une modalité fertilisation uniquement au sol, comparée à la modalité 2, qui est une modalité hybride entre sol 85 plus 52 sous forme de solution 39 et 12 sous forme de carbamide, vous constatez l'incidence sur l'aspect rendement et qualité, ce qui fait que quand je couple les deux, parce qu'effectivement, un taux de protéines tout seul, ça ne veut rien dire. Un taux de protéines, il doit être associé à un rendement pour déterminer une quantité d'azote exportée par le grain. Et c'est ça qui est important, c'est que vous voyez que dans la modalité 2, avec un rendement de 107 quintaux à 10,5 de protéines, je sors 180 unités ou kilos d'azote à l'hectare, comparativement à 188 pour la modalité 1. Si à ces 180 kilos, je retire mes 85 et 52 apportés au sol, il me reste un reliquat de 43 unités d'azote que ma plante a bien produit pour seulement 12 apportés physiquement. Et c'est comme ça que vous retrouvez cette équivalence de 1 pour 4. Donc ça, c'est le premier point. La fertilisation foliaire, ce n'est pas une chose à appréhender seule, mais plutôt en complément du reste, avec aujourd'hui une notion d'efficacité qui est de plus en plus illustrée techniquement, mais surtout scientifiquement. La deuxième chose, je reviens sur ma notion de rendement potentiel et de rendement réalisé. Le but du jeu, c'est de limiter l'écart entre les deux. Et malheureusement, on est soumis à des situations de stress hydrique de plus en plus marquées, des montées de température de plus en plus brutales, et tout ça induit des stress sur la plante. Encore une fois, j'aime bien illustrer mes propos. Voilà le relevé des précipitations moyennes mensuelles sur la France du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023.
comparé au normal de précipitation sur la même période de 1981 à 2010. Globalement, on a eu la même quantité d'eau. Le hic, c'est que par contre, la température sur la même période a significativement augmenté. Donc, si vous avez le même niveau de précipitation avec un niveau de température qui augmente, le jour où va arriver le début du stress hydrique va forcément être avancé. Et le problème, c'est qui dit stress, et ça, je renverrai ça vers Olivier Husson, c'est qui dit stress sur la plante, stress abiotique, dit oxydation. Et qui dit oxydation dit malheureusement perte de productivité. Et on est plutôt bien placé pour en parler, puisque depuis maintenant 2 ans, nous utilisons un appareil qui est en cours de finalisation de développement, qui s'appelle le Footscan, et qui permet de mesurer en instantané, notamment le potentiel redox d'une plante telle que céréales à paille, colza et maïs. Et les résultats que je vous présente sont des résultats obtenus de nos travaux menés en grand parcellement l'année dernière sur blé tendre, où nous avons fait des mesures régulières de potentiel redox sur ce blé tendre. Donc là, vous avez de rassembler les résultats de 7 parcelles d'essai, sur lesquelles on a mis en relation le potentiel redox moyen de la plante avec la quantité d'eau obtenue par précipitation sur cette même période. Et vous obtenez une corrélation négative significative entre le potentiel redox et les précipitations obtenues. Donc, moins il pleut, plus vite le potentiel redox de la plante augmente, sauf que la plante, elle, va chercher à tout simplement le réabaisser. Et pour le faire, elle va utiliser notamment une partie des sucres produits par la photosynthèse. Ces sucres qui servent à compenser des stress, malheureusement, ne seront pas utilisés pour faire du rendement et de la qualité. Et vous avez la même chose cette année sur colza, où on a quand même mené pas loin de 700 mesures sur colza sur le mois de février. On s'est bien amusé. Et qui montre encore une fois une chose, c'est qu'on a fait des mesures sur colza du 14 au 22 février. On a fait l'équivalent de pas loin de 400, plus de 400 mesures, avec un potentiel redox moyen de 179 millivolts. Et est arrivé l'eau le 23 février, qui était tant attendu, 20 mm d'eau à peu près sur la période sur laquelle nous effectuons les mesures. Et aussitôt les précipitations, donc ces 20 mm obtenus, on a recommencé nos mesures et on obtient du 24 février au 2 mars, non plus 179 millivolts, mais 169 millivolts. Et ce, sur pas loin de 300 mesures. C'est une différence significative et je peux vous dire que Olivier Husson serait à mes côtés, il vous dirait que 10 millivolts d'écart pour une plante, c'est énorme. Et donc, malheureusement, c'est simplement vous montrer qu'on ne parle pas du printemps, on ne parle pas de l'été encore, mais même en période hivernale, avec les conditions stressantes que vous avez rencontrées, et vous avez en tête l'image des cultures qui sont figées, bleutées, qui ne poussent pas, ben voilà tout simplement matériellement repris ici par le potentiel redox, ce qu'il se passe réellement pour elles. Sauf qu'il existe des aides possibles pour la plante via la photosynthèse. L'objectif, justement, c'est que quels sont les stress à venir pour les 3 jours, 3 semaines, 3 mois à venir, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que la plante, elle sait aujourd'hui et depuis longtemps faire de la photosynthèse qui, en utilisant du CO2 et de l'eau, fabrique des sucres et renvoie de l'oxygène dans l'atmosphère. Et ce que l'on sait, c'est que plus elle fait de la photosynthèse à haut niveau, plus elle produit des sucres qu'elle utilise pour faire du développement, racines, tiges, feuilles, grains, des exudats racinaires, on y reviendra lors d'un prochain webinaire, mais aussi de la santé, et ça c'est important, et de la reproduction. Et l'intérêt, toujours revenant sur les mesures pour être très factuel, ce que nous remarquons depuis maintenant 2 ans que nous réalisons ces mesures en routine, c'est que plus on intensifie la photosynthèse, plus le degré Brix, qui est la teneur en sucre de la plante, augmente. Et plus ce degré Brix augmente, plus le potentiel redox diminue. Donc, ne sachant pas les stress qui vont arriver, l'idée, c'est d'intensifier cette photosynthèse pour aider la plante à être pleinement en mesure de compenser ces stress, sans pénaliser ou en pénalisant le moins sa productivité et sa qualité. Et c'est pour ça que dans le Vertal Azoboost, vous retrouvez non pas que de l'azote organique avec du soufre et du magnésium,
mais également un ajout de mélasse et d'extrait de plante qui vont permettre d'apporter directement à la plante des antioxydants pour l'aider à lutter contre ses stress et surtout le moyen d'intensifier rapidement cette photosynthèse. La clé, c'est ça, c'est d'apporter un élément dont elle a besoin, mais surtout de l'aider à intensifier sa photosynthèse pour l'aider à pleinement lutter contre ces stress qui vont se présenter à elle et sécuriser sa productivité. Et encore une fois, c'est toute la différence entre l'application d'un engrais foliaire azoté basique, avec uniquement de l'azote enrichi en soufre et magnésium, ce qui est déjà intéressant, à cette même base azotée, azote, soufre, magnésium, plus ce noyau riche en antioxydants et stimulateur de la photosynthèse, qui va pleinement permettre de sécuriser cette moindre perte de rendement par rapport au rendement potentiel. Et ça, c'est notamment des résultats obtenus de travaux menés par nos soins l'année dernière, en grand parcellement, et qui ont permis, sur une année plutôt climatiquement un peu corsée, de montrer la pleine efficacité de ce que cela peut permettre au champ chez vous. Évidemment, comme tout changement d'habitude crée forcément de l'interrogation, de la frustration, de l'anxiété pour certains et ainsi de suite, l'idée, c'est de vous apporter le maximum d'éléments. Et c'est pour ça qu'on s'est même mis en lien en cette fin d'année 2022 avec un institut qui s'appelle VGnov, qui est basé en Bretagne, et qui nous a permis, en conditions contrôlées, de tester et de comparer en fait à une conduite classique ammonitrate, une conduite mixte ammonitrate réduit et complété par l'apport de Vertal-Azoboost sur du blé tendre. Et donc, c'est là où vous retrouvez 4 modalités. La modalité 1 qui est une modalité ammonitrate optimale. Alors, évidemment, on est en conditions contrôlées, dans des pots. Donc, forcément, il a été apporté 260 unités d'azote. Jamais vous ferez ça au champ, mais c'est juste pour vous montrer ce qui a été fait. Une deuxième modalité ammonitrate réduite, où là, on était à 195 unités d'azote à l'hectare, si on ramenait ça sur une surface hectare. Et une troisième modalité, qui était cette modalité ammonitrate réduite, plus une base azotée foliaire, où en fait, vous voyez sur le troisième apport, là, on a apporté 10 unités d'azote en solide ammonitrate sur la modalité 2. Ces mêmes 10 unités d'azote avaient été apportées non pas en solide, mais en foliaire sur la modalité 4. Et sur la modalité M5, vous retrouvez la même chose, sauf que ce n'est pas une base azotée seule, c'est le Vertal-Azoboost, c'est-à-dire base azotée complexe, plus le noyau qui permet de booster la photosynthèse. Et en termes de résultats, ce qui est très intéressant et ce qui nous a, même en conditions contrôlées, nous a permis d'obtenir ça, ce n'était pas gagné d'avance parce qu'on sait toujours qu'un biostimulant en conditions non limitantes, forcément moins d'incidence, c'est normal. Ce que l'on voit, c'est que, sans grande surprise, c'est la modalité ammonitrate optimale qui a permis de produire le maximum de biomasse brute, c'est-à-dire eau plus matière sèche, 81,4 grammes, comparativement à l'ammo réduite qui a produit 79,53. Et ce qui est intéressant, c'est la modalité 3, ammo réduite plus Azoboost, qui se met dans l'intermédiaire entre l'ammo réduite et l'ammo optimale. Mais là, là où c'est encore plus intéressant, c'est quand on passe en matière sèche, parce que ce qui vous importe, ce n'est pas de produire de la biomasse brute, c'est de produire de la biomasse sèche, puisque quand c'est récolté, l'eau s'en va, et ce qui reste, c'est ce qui va vraiment vous rester. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ma fameuse modalité ammonitrate optimale, qui avait fait le plus de biomasse brute, une fois qu'on a retiré l'eau, c'est celle qui fait le moins de biomasse sèche. Et quand on dit que plus une plante en fait, est sursaturée en azote, il faut de l'eau pour valoriser cet azote-là. Deuxième chose, c'est que si je regarde l'ammo réduite, j'avais un rendement, donc une biomasse produite de 79,53, biomasse sèche 17,27. Ah, je fais mieux. C'est-à-dire que j'ai apporté moins d'azote, je fais peut-être moins de biomasse brute et encore. Par contre, en biomasse sèche, je suis significativement au-dessus ma biomasse produite par l'ammonitrate optimale. Et ce qui est intéressant, c'est quand je prends maintenant la modalité 3, c'est-à-dire ammo réduite plus Vertal-Azoboost, je sécurise encore un peu plus cette production de biomasse sèche. Ce qui est intéressant parce que c'est ce que vous attendez de nous. La deuxième chose, c'est que maintenant qu'on voit la quantité apportée et la quantité produite, on va se pencher maintenant sur la qualité.
Ce que l'on voit, c'est les teneurs en taux de protéines qui sont dans le dernier tableau en bas, où vous avez les taux de protéines associés. Sans trop de surprise, l'ammonitrate optimale qui avait fait le moins de biomasse sèche, c'est elle qui a le taux de protéines le plus élevé. Oui, je ne vais pas vous apprendre que plus on augmente la productivité, plus on dilue la protéine. À l'inverse de l'ammonitrate réduite, où vous avez une biomasse sèche de 17-27, donc nettement supérieure à l'ammonitrate optimale, par contre avec un taux de protéines plus bas que cet ammonitrate optimal. Par contre, quand je prends la modalité 3, j'ai produit plus de biomasse sèche, mais par rapport à l'ammonitrate réduite, je ne dégrade pas plus mon taux de protéines. Et ça, c'est très intéressant, puisque vous allez avoir par rapport à l'azote apporté, donc 260 unités pour l'ammonitrate optimal, seulement 122 fixés par le grain et la plante, soit un taux d'efficacité de 47%. Alors évidemment, au champ, on aurait des niveaux d'efficacité supérieurs, parce que là, on était en conditions contrôlées, avec des pots qui avaient du terreau et du sable, et donc forcément, il a fallu forcer un peu la dose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je compare à cette conduite un peu de référence sur le terrain, l'amo réduite plus le Vertal Boost, vous avez une quantité d'azote apportée moindre, pour une quantité fixée légèrement un peu en deçà, mais à une efficacité qui va passer de 47 à 53%. Donc cette amélioration de l'efficacité que l'on a pu vous mettre en avant sur des retours terrain propres à nous, et également d'études qui sont publiées sur 2021-2022, on le confirme également. Par contre, attention, et je finirai là-dessus. On n'a pas dit qu'aujourd'hui, en fait, ce que l'on est capable de dire, c'est que l'association entre maximiser l'offre du sol, utiliser à bon escient un appoint via la fertilisation organique et minérale en fonction des capacités de chacun, tout le monde peut le faire. Par contre, intégrer dans une certaine mesure de la fertilisation foliaire, et notamment sur cette fameuse période de mi-mars, fin avril, sur les serres à la paille, sur les colzas, en respectant par contre les stades préconisés et les doses préconisées. Et idem sur maïs à partir du mois de juin. Avec, évidemment, on est sur un produit foliaire. Qui dit produit foliaire, mettez-moi la même exigence que vous vous imposez quand vous faites des interventions phytosanitaires, type fongicide, type désherbant. On utilise une eau non dure. Et ça, ce n'est pas que pour l'Azoboost, c'est pour toute pulvérisation foliaire. Deuxième chose, on dilue un volume d'Azoboost dans 3 volumes d'eau pour limiter le risque de brûlure en périphérie des feuilles aux endroits de recroisement de pulvée. Et surtout, on respecte les bonnes pratiques de pulvérisation. 1, on travaille à basse pression, c'est-à-dire pas au-delà de 2 bars. Un biostimulant ou des produits de ce type-là, des engrais foliaires enrichis en antioxydants, si vous les appliquez à haute pression, vous dézinguez les antioxydants. Plus vous augmentez la pression, plus vous faites de rentrée de l'air dans le pulvé, et plus vous augmentez l'oxydation en sortie de rampe. Donc, basse pression. Deuxième chose, on maximise le nombre d'impacts. Plus vous aurez des impacts avec des tailles de gouttes homogènes qui sèchent ni trop lentement, ni trop rapidement, plus vous aurez une assimilation optimale. Et pulvérisation à des moments où la plante est pleinement ouverte, où les stomates sont ouverts. Si vous appliquez quelque chose sur une feuille et que les portes sont fermées, malheureusement, vous allez également perdre de l'efficacité. Donc forcément, ne connaissant pas la météo à l'avance, on voit bien que les pulvérisations plutôt de préférence tard le soir sont celles qui permettent de maximiser cette efficacité-là. Et je m'arrêterai là en concluant que la fertilisation d'une culture sans précipitation ou avec des précipitations qui n'arrivent pas au moment où on le souhaiterait, en quantité que l'on souhaiterait, c'est de miser sur plusieurs maillons. La première, c'est de maximiser l'offre du sol. Et celle-ci, on reviendra notamment début mai auprès de vous pour tout simplement reprendre cette notion qui est juste fondamentale pour plus de durabilité de pratique demain. La deuxième chose, c'est que bien sûr, on n'oublie pas l'appoint possible avec la fertilisation organique et minérale. Par contre, s'il vous plaît, intégrez dans une certaine mesure et entre 25 et 30% de la fertilisation azotée, de la fertilisation foliaire dans vos programmes de fertilisation. Ça vous rendra service à des moments où les conditions climatiques
ne permettent pas de sécuriser l'efficacité de l'apport fait en solide au sol. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu, merci à vous tous de votre attention et de vos nombreuses réactions. Mathieu, il y a une première question qui fait en même temps plaisir à lire. Est-ce que vous avez des essais sur prairie? Alors, les essais sur prairie, oui, on a des essais. Maintenant, le niveau d'efficacité en fait constaté sur prairie n'est pas au même niveau que sur céréales à paille, sur maïs, sur colza. Et notamment là où on doit continuer en fait à travailler, c'est-à-dire que ça fonctionne tout pareil, sauf qu'on a généralement à la surface des feuilles des cires relativement épaisses, et en fait c'est cette capacité en fait d'absorption de l'azote qui est un peu plus délicate, et des pores de plantes pas aussi dressés qu'on peut l'avoir sur d'autres cultures. Donc oui, ça fonctionne. Maintenant, ça nécessite encore d'être continuer à travailler pour avoir vraiment quelque chose d'efficace. Okay. Mais ça viendra. Ok. Alors, tu as répondu, non pas sans le savoir, mais par évidence, à la deuxième question, mais je te la pose parce que comme ça va permettre à tout le monde de t'orienter les bonnes indications, en particulier d'application de ce type de produit, pour avoir sa pleine efficacité remarquable. On nous dit, on m'a rapporté des types de brûlures sur ce type de produit lors de la mise au champ. Ouais. Alors effectivement, attention, on est appliqué en fait un élément, mais vous pourriez aussi avoir la même chose avec du magnésium à haute dose. Quand on applique un élément sur un feuillage, il peut y avoir un risque sur le feuillage. Quand malheureusement un certain nombre de précautions ne sont pas prises. Déjà, il y a la notion de dilution. C'est-à-dire que si j'apporte de l'azote en pur sur une culture, bah, vous êtes tranquille, ça va cramer. Oui, c'est sûr. D'où cette notion de dilution. La deuxième chose, c'est que c'est aussi d'avoir des conditions qui permettent une assimilation optimale au niveau du feuillage, d'où les applications plutôt sur une culture qui n'est pas complètement resserrée, figée, fermée. Et la troisième chose que vous allez voir, mais ça malheureusement, vous allez devoir l'accepter, c'est au moment, à l'endroit du passage du châssis du cuvée, qui lacère un petit peu le bout des feuilles et qui, appliquer de l'azote dessus, va forcément brûler légèrement la feuille, ou sur des zones de recroisement où des fois, on n'est pas tous bien équipés d'un DPA. Et donc, la régulation se fait moyennement, on a du mal à amorcer la pompe ou à l'arrêter. Là, vous avez des zones qui ont reçu beaucoup plus de produits. Donc, à l'exception de ces zones-là, vous ne devez pas avoir ces brûlures. Et même dans la mesure où vous allez en avoir, il y a une chose que je vous demande de constater, c'est en fait cet effet temporaire. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir certaines brûlures momentanées, et vous allez repasser une semaine après, et je vous garantis que vous allez voir ces brûlures qui vont s'être atténuées. Voilà. Donc, respectez les précautions d'application telles qu'elles vous sont données. Et dans la mesure où vous auriez des légères brûlures à ces zones de passage du châssis ou de recroisement, allez observer 10 jours après, 8, 10, 15 jours après, vous allez voir que ces brûlures vont être nettement plus atténuées. Et sans aucune incidence sur la productivité finale. Voilà. Mais c'est une question qui est pleinement légitime. On l'aura encore en 2023, on l'aura encore en 2024, et vous verrez qu'à chaque fois, ça se finit de la même façon. Bien. Alors, on a eu, pour compléter cet état de fait, on a eu plusieurs fois, quelques fois des remarques de ce genre, et le temps que notre animateur commercial de distribution aille sur place les quelques jours après avec le TC, en fait, il n'y avait plus de brûlure. C'est vraiment transitoire, et Mathieu vient de très bien expliquer. Question sur qui a un côté réglementaire, mais qui peut être important en particulier pour ce type de produit. Quelle quantité d'azote est à déclarer lors de l'application d'un Vertal AzoBoost? La quantité d'azote réellement appliquée sur la culture. C'est-à-dire que nous sommes sur un produit, le Vertal AzoBoost, par exemple, pour prendre le Vertal AzoBoost, il dose en fait en rapport masse à masse. Sur l'étiquette, réglementairement, on est contraint de noter 18% d'azote. C'est-à-dire qu'il contient 180 grammes d'azote par kilo de produit. Sauf que le Vertal AzoBoost, 1 kilo, enfin, on va dire que oui, 1 kilo fait l'équivalent de 1, à un peu moins d'1,3 litre, ou inversement. Ce qui fait que si je ramène ces 18% en masse, en grammes par litre, vous allez arriver à 225 grammes par litre. Ce que vous devez déclarer, c'est
225 grammes multiplié par le nombre de litres que vous appliquez. Donc concrètement, sur un apport de 40 litres de Vertal Azoboost à l'hectare, vous avez l'équivalent de 9 unités d'azote à déclarer, et pas plus, pour une efficacité équivalente de 40 unités d'azote. Et ça, c'est très important pour deux cas de figure. Soit plutôt la moitié sud de la France, où on est sur des rendements un peu plus limités avec des stress hydriques ou climatiques plus forts. Et donc, là, en fait, c'est une possibilité d'utiliser la fertilisation foliaire en partie en substitution de solides. Là où plutôt dans la moitié nord, c'est-à-dire sur des rendements de 85-90 jusqu'à plus de 100 quintaux, ça peut véritablement devenir un complément. Puisque pour 9 unités supplémentaires physiquement apportées sur la culture, vous avez apporté l'équivalent de 40 unités d'azote supplémentaires. Et les 9 unités de battement, bien souvent, vous les avez sans sortir du cadre réglementaire. Ok, merci beaucoup Mathieu de ces précisions. Une question qui est, est-ce que tu peux brièvement rappeler le positionnement global de ce produit sur ses cibles prioritaires? En termes de stade et de dose ou en termes de… Oui. Oui. Donc, trois cultures majeures aujourd'hui, notamment si vous démarrez avec ce type d'outils. Il y a une culture aujourd'hui sur laquelle je vous invite vraiment à le positionner, c'est sur serre à la paille. Serre à la paille, le top, c'est non, contrairement à ce qui a pu être un peu avancé, privilégier plutôt les stades 2 nœuds, fin montaison, grand maximum. Donc ça, c'est un premier point. N'attendez pas la dernière feuille étalée, n'attendez surtout pas les piaisons avec des risques éventuellement de brûlure d'étamine. Donc 2 nœuds, montaison, c'est le stade optimal sur la serre à la paille. En termes de dose, 40 litres maximum. Sur du colza, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, et notamment là maintenant qu'on retrouve des conditions optimales pour pouvoir faire de la fertilisation, c'est notamment un apport de 30 litres hectares au stade, en fait, véritablement début montaison du colza. Et la troisième culture, c'est le maïs, qui répond à la fois très très bien en fait, à la biostimulation, et qui répond très bien aussi à ce type de fertilisation. Et là, c'est une application qui va pouvoir se faire entre 30 et 40 litres hectares en fonction des objectifs de rendement, en complément de ce qui peut être mis en solide au moment du semis, souvent sous des formes durées ou un peu plus améliorées, à partir du stade 6 feuilles. Pas avant, vous n'aurez pas suffisamment de surface foliaire pour avoir une pleine efficacité de ce type de produit. Voilà. Donc 6, 8 feuilles, c'est vraiment le starting optimal. Attention par contre à ne pas y aller trop tard, puisque des années, en fait, on est vite rendu au passage limite tracteur, et là, c'est un peu dommage. Yes. Est-ce que tu peux nous rappeler la forme d'azote apportée et préciser quel type d'azote organique? Alors, on est sur de l'azote organique que l'on appelle de la carbamide. Donc, en fait, sa formule chimique, c'est du CO NH2 2 fois. Voilà. Ce que l'on apparente souvent un peu à de l'urée, mais en fait, la vraie forme de cet azote contenu dans le produit, c'est de la carbamide. Et on dit azote organique parce qu'en fait, ce n'est pas que du N qu'on apporte, c'est du CO, donc carbone, plus azote. OK. On n'est pas, par contre, il n'y a pas d'acide aminé dedans, soyons très clairs. Yes. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Je voudrais, pour conclure, élargir un peu le débat technique et dire combien ce type de produit semble un produit d'avenir. Vertal n'est pas le seul à promouvoir ce genre de solution. Clairement, elle apparaît avec les données et l'évolution climatique, non pas une alternative complète, mais en tout cas une alternative finale et un complément à mettre dans la recette de la fertilisation des sols et de la fertilisation des plantes en particulier derrière. Ces genres de produits à sa place, ce marché est en train de s'installer. Il a été massif l'an dernier, mais pris parfois comme une opportunité par manque d'azote autre. Mais ce produit, dans bien des pays, a pris sa place. Et je pense qu'en France, maintenant, en particulier, avec l'évolution drastique climatique, comme Mathieu l'a expliqué, avec un niveau de preuve extrêmement élevé, il prend toute sa place dans le programme de fertilisation des plantes cibles. Merci en tout cas de votre participation active pour ceux qui osent, comme toujours, poser les bonnes questions. Il n'y en a pas de mauvaises pour les webinaires à venir.
Ce webinaire se retrouve disponible ensuite à votre disposition pour aller le partager avec des amis, passer des soirées autour et le diffuser sur tous vos réseaux. On vous donne rendez-vous pour nos prochains séminaires que nous vous tiendrons au courant sur cette évolution, en particulier sur le sol, vraisemblablement dès la fin du printemps. Merci beaucoup à vous, très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.